سير ما تسمعوش. Allô? C'est bon? سي بون مسيو. C'est bon, ok. Alors, comme j'ai dit, ça c'est un cas très particulier d'une combinaison à l'EL. Ça, c'est la plus utilisée. On va dire c'est la plus utilisée dans un dimensionnement béton armé, typiquement en bâtiment. Ça, c'est bâtiment. Alors, normalement, la formule générale, si vous regardez votre norme BAVEL, normalement, c'est 1,35 Gmax plus ou bien 1 fois Gmin plus gamma Q fois Q1 plus sigma de 1, 3 gamma I avec I supérieur à 1 jusqu'à N de QI. Alors, c'est quoi ça? Alors, 1,35 Gmax plus 1 G, ou bien 1 Gmin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on va choisir, si on va pour un dimensionnement d'un... je vais avoir un exemple de précontrainte qui est très frappant. De précontrainte, parce qu'il est très frappant, la précontrainte. Alors, la précontrainte, donc il y a ici, bon, il y a un moment négatif ici, il y a un moment positif ici, d'accord? Alors, pour dimensionner une précontrainte, c'est quoi? Donc, il faut avoir une précontrainte qui est entre deux valeurs P1, P2 et P1. Alors, c'est quoi ça? Donc, généralement, il faut avoir une section, dans une section donnée, de précontrainte. Par exemple, ici, c'est la section ici. Voilà. Donc, je vais faire ici, ça c'est BP. Et ici, c'est AA. Alors, pour la BB, comment il est la déformation ici? Pour la BB, ici, la déformation. Il est tendu en bas et il est comprimé en haut. Donc, c'est comme ça. D'accord? Alors, pour cette section, il faut vérifier que toutes les contraintes, sigma S et sigma I, c'est quoi sigma S? C'est ici sigma S et ici sigma I, doivent être, par exemple, sigma I, donc sigma I, il est en tension. Donc, il est en traction, donc il va être supérieur à sigma T maximum de béton, qui est égal à, je pense, FTG ou bien FT28. Alors, pour cette section sigma S qui est comprimée, il doit être inférieur à sigma comprimé bar. C'est 0,6 FC28 par exemple. D'accord?
Donc ici, pour une section, on a une contrainte. Pour démentionner la précontrainte, on doit vérifier que la contrainte inférieure, qui est en traction, doit être toujours supérieure à une limite de traction. Ça, c'est une limite de traction, qui est FTJ. Et pour une section, ou bien une fibre qui est comprimée, il doit être inférieur à une limite de compression qui est 0,6 FC28. D'accord? Alors, pour avoir ce FTJ ici, pour avoir cette fourchette, pour avoir le sigma I. Le sigma I, c'est quoi, par exemple? C'est P fois S plus quoi? M nu sur I. D'accord? Alors ici, la même chose. P sur S plus M nu sur I. Ça, c'est inférieur, donc nu prime, et ici, c'est nu. Donc, c'est I. Donc, ça, c'est la formule de sigma S. Donc, pour avoir le sigma S, ça, c'est un moment. Le moment. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir... Alors, pour avoir le moment, il est décomposé de deux valeurs. Ce moment, il est 1,35 Gmax plus gamma Q Gmin. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On doit le maximiser ou bien le minimiser ici? Non, pour avoir l'effet, le moment ici. Si on, par exemple, M1 supérieur à M2, d'accord? Pour vérifier toujours cette formule, on va choisir le M2 ou bien le M1? On va choisir le M1 parce que s'il est vérifié pour le M1, il est vérifié pour le M2. Donc ici, on va choisir le maximum. Mais pour le sigma I, qu'est-ce qu'on va choisir? Le M2. Donc ici, par exemple ici, donc, dans une fibre qui est tendue, ce n'est pas toujours le cas de choisir un moment maximal pour dimensionner notre ouvrage. Ce n'est pas toujours défavorable. Donc ça, on va parler de l'effet défavorable ou favorable. C'est quoi l'effet favorable ou favorable? Donc, pour le choix, ici, c'est évident que je ne vais pas choisir ça. Je vais choisir ça. Et pour dimensionner, je vais choisir ça. Donc, on va parler de l'effet défavorable ou bien de l'effet favorable. Ça marche? Non, ce n'est pas pondéré ou non pondéré. Pour vérifier une inégalité ou bien un dimensionnement, je dois choisir une valeur. Parce que ici, la réglementation, parce que c'est une démarche probabiliste, ce n'est pas déterministe. Donc, on va faire une probabilité. On a deux choix. Ou bien on va travailler avec Gmax ou bien Gmin. Donc, Gmax, il faut la choisir dans les cas où on a l'effet Gmax qui est défavorable et Gmin lorsqu'on a l'effet. C'est la même chose ici. Donc, si on a M1 et M2 ici, pour vérifier sigma I, si on va travailler avec M2, sûrement le M1 il est vérifié parce que M2 il est inférieur à M1. Donc, automatiquement, je vais choisir le 1 Gmin. Alors, pourquoi ici 1 et pourquoi 1,35? Ça, c'est les couvertures. On va maximiser le Gmax par 1,35 et le Gmin, on va le multiplier par 1. Et on va maximiser les conditions défavorables. Exact. Ça marche. Donc, ça, c'est le choix. Donc, vous, parce que vous avez le PL, toujours, vous allez avoir un PL carré pour avoir le béton armé, donc PL carré sur 2. Vous avez intérêt à maximiser le A, donc c'est 1,35. Mais lorsqu'on va travailler la précontrainte, lorsqu'on va travailler la construction métallique, lorsqu'on va travailler un poteau sur un effort N, ce n'est pas toujours le N max qui va donner le flambant. C'est pas toujours. C'est pas toujours. Non, c'est pas un critique, c'est une vérification. Le N ici, c'est une flexion composée. Donc la flexion composée, il faut chercher la courbe. On a un moment, je crois. On a un moment. Donc flexion composée, il faut choisir le M avec le N. Donc on va parler de la courbe de flexion composée. Donc, ce n'est pas toujours le N max qui va nous donner. Ici, c'est le N min ici, le N min. Donc, si j'ai un N min ici et deux valeurs, donc ici deux valeurs, donc
je n'ai pas toujours la limite. Donc, le moment, ce n'est pas toujours le maximum. La courbe de... Ça, c'est la flexion composée. C'est votre cours de béton armé. Bon. C'est la courbe. Pour démentionner un poteau en flexion composée, la courbe d'interaction Mn, toujours, vous allez utiliser ça. Comment vous dimensionnez un poteau en flexion composée? En flexion composée, poteau. Okay. Bon, retenir. Flexion composée, c'est la courbe. Ça, c'est la courbe d'interaction M. Ça, c'est la plus simple. Donc, juste retenir, c'est que... Exact. En fonction de N. Si on est à l'intérieur de cette courbe, le poteau, elle est bien dimensionné et bien vérifié en flexion composée. Donc, parce que la flexion composée, c'est une inégalité de M et N. Donc, on va fixer les limites, on va varier le N, varier le M pour avoir ça. Alors, si vous faites calculateur robot, expert robot, vous faites flexion composée, vous allez trouver ça, la courbe d'interaction. Ça, c'est... OK, retenir, donc, c'est pas toujours 1,35... OK, donc c'est votre question de... donc toujours, il faut calculer le Gmax et le Gmin et faire la vérification. Alors voilà, donc maintenant on a parlé de superstructure. Alors il y a d'autres charges permanentes qui sont, par exemple, pour un dallot ou bien un portique, il y a ce qu'on appelle les poussées ou bien le poids des remblais. Le poussé ou bien le poids des remblais, donc on va le voir par la suite. Donc le poids de remblai, c'est quoi? Le poids de remblai, c'est la hauteur de remblai. La hauteur de remblai fois gamma du remblai. Le gamma du remblai, généralement, c'est 2 tonnes par mètre cube ou bien 20 kN par mètre cube. Comment? C'est M, d'accord. Donc, merci pour cette question. Donc, la charge remblai, donc c'est gamma remblai fois H remblai, mais avec une amplification. Une amplification, CM, c'est le coefficient de Marston. C'est quoi le coefficient de Marston? Alors, le coefficient de Marston, c'est... Alors, on a fait des expériments... Alors, on a... bon. Alors, généralement, à l'approche des dallots ou bien des ouvrages d'art, si on va prendre un dallot avec du remblai, alors ici, c'est la hauteur du remblai, H remblai, qu'on a parlé. Ici, gamma remblai, c'est 20 kN par mètre cube. D'accord? C'est le remblai, enterré par du remblai. Toujours les dallots ou bien les portiques, c'est des remblais. Ou bien des terres. Les terres, généralement, c'est 2 tonnes par mètre cube. Alors, si on a un dallot, à l'approche du dallot, je vous pose une question. Ici, est-ce que le tassement ici, à ce point, va être la même chose qu'ici? Pourquoi? Exactement. Donc, il y a une présence d'un corps rigide. D'accord. Donc, l'expérimentation a démontré qu'il y a un certain tassement ici, tassement différentiel entre le remblai et le dallot. Donc, pour tenir en compte cette différence de tassement entre un corps rigide, un dallot, un portique, n'importe quel ouvrage rigide, et le corps de remblai, on a mis le poids, c'est gamma remblai fois H remblai fois un coefficient qui s'appelle le coefficient de Marston. Ce coefficient de Marston, c'est l'amplification de ce tassement, l'amplification du poids. D'accord? Parce que c'est un déplacement imposé. Le déplacement imposé, il va créer une surcharge supplémentaire. La surcharge supplémentaire, c'est l'amplification CM. Alors, le CM ici, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend de la largeur et les dimensions de l'ouvrage. L,
ou bien D et L, c'est l'ouverture et la hauteur. Et elle dépend, est-ce que l'ouvrage, il va être sur un sol qui va tasser, compressible ou pas? Parce que s'il va tasser, bien sûr, il va tenir en compte le tassement, il va suivre. Donc, s'il est rigide, il ne va pas bouger. S'il est compressible, il va bouger. Donc, compressible. Donc, il dépend de ça, il dépend de ça. D'accord, donc il dépend de deux éléments, de la dimension de l'ouvrage d'art et de la nature du sol d'assise. Donc, on va le lire à travers une courbe qui est appelée courbe de Marston. Donc, on va le voir par la suite. Comment? Mais il y a un corps rigide. Une dalle, un dallo, un portique, une dalle, carrément, toujours. Un corps rigide ici. D'accord? Donc voilà le schéma. Voilà le schéma. H remblai fois H de la hauteur. Donc ici c'est D. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est la courbe de Marston. Alors la courbe de Marston, elle dépend. Ça c'est les coefficients de Marston. Elle dépend du H remblai sur D. H remblai sur D. C'est-à-dire quoi? H remblai. Oui. غنشوف داك الديابو حيت كان عندي مشكل ديال الكونيكسيون وي لا غادي قبل من هذا C'est bon. Maintenant c'est bon. مسيو لا اللي قبل من هذا Ah. C'est ça. صافي مسيو. Donc voilà, donc on va lire le coefficient de Marston à travers ces courbes. Donc les courbes, qu'est-ce qu'ils donnent? Les ordonnées, c'est H remblai sur D. Il faut calculer le H remblai sur D. D, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture avec épaisseur. L'ouverture du dalle, ou bien du portique, ou bien du... Alors il y a un autre coefficient qui est PR. PR, c'est quoi P? C'est la hauteur de l'ouvrage sur la largeur de l'ouvrage. C'est-à-dire la hauteur sur la largeur. Alors le R, si on a une fondation compressible, on va avoir R est égal à 0,7. Si on a une fondation incompressible, c'est-à-dire qui ne tasse pas, c'est 1. En général, ça dépend de la nature. Toujours, un remblai, lorsqu'on a un remblai, c'est toujours ça. Ça marche? Oui. H sur remblai. Oui. Exact. Alors, on va faire oui. Exact, on va appliquer. P fois R, P fois R, P fois R. On va appliquer tout ça. Il y a une application. Alors ça, c'est pour les charges verticales. On a parlé de ça, les charges horizontales. C'est quoi les charges horizontales? C'est un coefficient K fois gamma fois Z. Le K, c'est votre cours de soutènement. C'est le cas, ça dépend de la méthode. Si on est buté, ou bien active, ou bien en repos. Généralement, ici, on va parler c'est un ouvrage en repos. On va utiliser le cas du repos. C'est quoi le cas du repos? Le cas du repos. Oui. Alors ça, c'est très important pour le soutènement. C'est question de déplacement. C'est toujours la définition de la poussée active ou bien passive, ça dépend de l'écran, du sens de déplacement de l'écran par rapport au terrain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je fais un soutènement ici. Alors si ça c'est le remblai. Alors si j'aperçois que mon ouvrage, il a un déplacement ici,
je fais une convention, ici c'est plus. Donc, mon ouvrage, c'est en plus ici. Donc, ça, c'est, on va parler de la poussée active. Alors, si la butée, elle est mobilisée, la butée, il y a plusieurs termes. Si la butée, elle est mobilisée, on va apercevoir un déplacement de l'autre côté, c'est-à-dire négative, c'est une poussée passive. Plus poussée passive, c'est-à-dire passive, c'est la butée. Alors, si l'ouvrage d'art ou bien le soutènement, il ne se déplace pas, il est au repos. Il est au repos. D'accord? Alors, pour la poussée active, donc, on va parler, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait ça, donc, du coin inférieur, du coin de colonne inférieur. Donc, on va parler de KA. De KA, il dépend, bon, c'est en fonction des cercles de Moore. Donc, le cercle de Moore, on va définir ce qu'on appelle le taux et la contrainte. Donc, il y a des contraintes sigma 1, sigma 3. Donc, le K, c'est quoi? C'est sigma 3 moins sigma 1 sur taux. Donc, ça, on va parler de KA. KA, généralement, c'est 0,33 si on a un phi, il est égal à 30 degrés. Ou bien c'est tangente, P sur 4 moins phi sur 2 avec la formule de Rankine. Alors, ça, c'est pour le K. Le K0, c'est la formule de Jacqui, c'est 1 moins sinus phi. 1 moins sinus phi, c'est 0,5 pour un phi, il est égal à 30 degrés. Généralement, les remblais, on va utiliser un phi, il est égal à... C'est quoi phi? Non, c'est pas cohérent. L'angle de photo. L'angle de photon. Un sol, toujours, pour ses caractéristiques, il a deux paramètres. Il a l'angle de frottement et il a sa cohésion. Donc, vous avez fait ça. Donc, on va parler d'un sol purement frottant, ou bien purement le sable, ou bien purement cohérent, l'argile. Donc, généralement, les poussées, ou bien la théorie des poussées, ils sont faites pour un sol pulvérulent, c'est-à-dire avec un phi. Et on va ajouter après l'effet de la cohésion. Donc, après. Donc, généralement, les remblais, ils n'ont pas de cohésion apparente. Mais apparente, ils n'ont pas. Donc, phi, il est égal à 30 degrés. Donc, au repos, c'est la formule de Jacqui qui est utilisée, qui est 1 moins sinus. Donc, ça dépend. Donc, pour les dallos, parce que les dallos ou bien les portiques, ils ne vont pas bouger, ils n'ont pas de déplacement assez important, on va parler de la poussée au repos. Si on a un mur de soutènement cantilever, c'est-à-dire en béton armé, il va se déplacer. On ne va pas parler de K0, on va parler de la poussée active ou bien passive. Si on va parler de la pale planche ou bien paroi moulée, on va parler de deux, KA et KP. D'accord? Donc, généralement, il faut retenir que pour les dallos et les portiques, on va utiliser K0 qui est au repos, qui est 0,5. Alors, il y a une autre... donc, on va faire ça. OK. Donc, K, ça c'est... Donc, la même chose que la superstructure, ou bien on va faire un effet favorable et défavorable pour le K. Donc, on va utiliser deux valeurs, Kmax et Kmin. Alors, Kmax, c'est 0,5 et Kmin, c'est 0,25. La même chose, comme on a parlé tout à l'heure de... Donc, K fois gamma Z fois... D'accord? Alors, je vous donne cet exemple, s'il vous plaît. Donc, on a un dallo qui fait 3 mètres sur 3 mètres avec du remblai de 8 mètres. Déterminer l'action des terres sur cette structure. Tout d'abord, on va commencer par la charge verticale. La charge verticale, c'est quoi? C'est 8 moins 3, donc c'est 5. 5 fois combien? Fois 20. Donc, fois le coefficient. Oui, le coefficient, comment on va le calculer? Exact. Donc, voilà. Donc, CM, donc H remblai, c'est 8 moins 3, 5. Donc, le P, on va utiliser... le P, c'est par définition H sur D. H...
Non, non. Le petit p, c'est hauteur. Donc, c'est 3 sur 3. C'est 3 sur 3. D'accord. Alors, autre chose. Le sol, comment il est? Donc, c'est R, elle est égale à 0,7. Merci. Donc, R, elle est égale à 0. Donc, PR, c'est 0,7. Qu'est-ce qu'on va chercher encore? H remblé sur D. Donc, 5 sur 3, c'est 1,73. Donc, 1,63, c'est ça. 67, c'est ça. Donc, on va parler de PR, elle est égale à 0,7. C'est cette courbe. Cette courbe. C'est ça, le point d'intersection. Ça marche. La courbe de PR, elle est égale à 0, c'est ça. Donc ici, ils vont se séparer de ce point, de ce point. OK? Donc, retenir, c'est que un effet de remblai qui est de 5 mètres, on a une amplification de 40%. 40%, on a amplifié le poids. C'est pas rien. Donc, l'effet de tassement, il est très, 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 très présent. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Les charges verticales. Et maintenant, les charges horizontales. D'accord. Donc, les charges horizontales, comment faire? Alors, à partir du Tn, on va faire c'est K fois gamma fois K gamma fois Z. Donc, ici, c'est 0. Ici, c'est combien? C'est 5. 5 fois K, c'est 0,5 fois gamma. C'est la même chose. Ici, P remblai, 0,5 fois 20 fois gamma. La même chose ici. Donc, c'est pas 0. Parce qu'on a tendance à faire 0 parce qu'il y a 5 mètres qui vont avoir une poussée. Donc ici, c'est pas triangulaire. C'est trapézoïdal. Ça marche? C'est pas triangulaire. Donc, il faut tenir les 5 mètres. Les 5 mètres, ils vont pousser. Donc ici, c'est 0,5 fois 20 fois 5. Ça, c'est pourquoi? C'est pour le Kmax. On va faire la même chose. Ici, c'est 50, ici, c'est 80. On va faire la même chose pour K1000. Le K1000, P remblai, donc ici. Alors, la même question, je vais la reprendre. Pourquoi K-min et Kmax? Par exemple, ici, pour dimensionner la traverse, il faut choisir, pour dimensionner ça, il faut minimiser les poussées. Parce que si on minimise oubliez votre cours et votre béton armé. Si on n'a pas de réaction ici, et on a une charge, bien sûr, il va se déformer. Si on a une réaction ici, il va résister. Alors, pour avoir l'effet défavorable pour cette traverse, il faut choisir l'effet minimal ici. Donc, la poussée minimale. Donc, pour dimensionner la traverse ici, c'est pas toujours faire la valeur maximale de la poussée. C'est clair? Donc, ici, le P remblai, c'est 0,25 fois 20 fois 5, donc 25 et 40. C'est clair? C'est clair? Non? OK. C'est quoi le passage qui n'est pas clair? OK. Alors, imaginez, je vais reprendre le même exemple, mais imaginez que... imaginez ce portique, mais il n'y a pas de réaction ici, il est libre ici. Et je vais appliquer une charge ici. D'accord? Avec un dalo. La même charge, F et F. Mais au lieu de ça, c'est libre, il n'y a pas de réaction ici. Il y a une réaction qui va le retenir ici. Je vous pose une question. C'est qui va se déformer de plus? Ça ou bien ça? Qui est libre? Il va se déformer plus que ça. Parce qu'il n'est pas retenu ici. D'accord? Donc, pour dimensionner cette structure, pour dimensionner la traverse, je vais choisir celle-là ou bien celle-là? Non.
Pour des Condition défensive. qui dit déplacement dit quoi? Dit moment, dit sollicitation. Parce que si la traverse, il va déplacer plus, il va avoir un moment plus. Donc ici, il est libre, donc il va se déformer plus que ça. Donc pour dimensionner en béton armé ça, je vais choisir celle-là, la libre. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de règle. Imaginez-moi, imaginez ça, donc ça c'est une brosse, il n'est pas retenu ici, il va se déformer. S'il est retenu, il ne va pas se déformer de la même façon. C'est question de déformer, tout simplement. Non, réaction. Et les réactions de la Terre. Non, on va parler de l'effet. Maintenant, on va parler de l'effet. C'est quoi le plus défavorable pour la traverse, c'est pas flexion, juste en déformation. Si je retiens ma structure, je la retiens, je vais minimiser le degré de liberté, ou bien je vais bloquer le degré de liberté ici. Il est bloqué. Parce que, donc, il ne va pas avoir un déplacement il va avoir un déplacement plus important que ça, tout simplement. Donc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal, c'est avoir libre. Imaginez si j'ai une force ici P2, ici une force P1. Et P1 est inférieur à P2. C'est qui va être déformé de plus? Ça ou bien ça? C'est ça. Donc, pour dimensionner la traverse, ce n'est pas toujours intéressant de voir le P2. C'est l'effet favorable défavorable. Il n'y a pas maximum. Ça dépend. Exactement. Ça dépend. Qu'est-ce que vous cherchez? Si je cherche le dimensionnement de pied droit, c'est une autre question. Je vais dans le pied droit, je vais minimiser le poids en dessous de la traverse. Ça dépend. Non, on ne peut pas avoir une structure libre. Bien sûr, libre, c'est pour vulgariser un petit peu, pour clarifier. Maintenant, on parle maintenant de la poussée minimale et maximale. Qu'est-ce que choisir pour dimensionner la traverse? Parce que la question de maximum minimum, c'est très important. Comment choisir le Gmax et le Min? Ça dépend, qu'est-ce que vous cherchez? Si vous cherchez le dimensionnement de la traverse, il faut chercher la poussée minimale. Si vous cherchez le dimensionnement de pied droit, il faut chercher un poids minimum ici. Ça dépend de ce que je cherche. Ce n'est pas toujours le raisonnement qui est le max défavorable. Ce n'est pas toujours le cas. OK. Donc voilà, donc 25. Voilà, donc on peut faire, qu'est-ce qu'on a fait? Donc les 140, trapézoïdal et calculer ça. Alors on va passer, maintenant on a fait toutes les charges permanentes, poids propres, superstructure et les poids des terres. On va passer aux surcharges, ou bien les charges d'exploitation, au sens de fascicule 61 titre 2. Le fascicule 61 titre 2, comme j'ai dit, c'est un règlement français. Il y a le fascicule 61 titre 1 qui est réservé aux charges ferroviaires. Titre 2, c'est aux charges routières. Donc il y a 4 types de charges. Il y a les systèmes A, les charges civiles, les systèmes B, les charges de camion, les systèmes C, les charges achenées, les MC, les surcharges exceptionnelles, c'est les D et les E. Ça marche? Et il y a les surcharges sur trottoir, comme j'ai dit tout à l'heure, et du rempli. Alors, on va commencer par des définitions. Alors, on va parler de la largeur roulable. C'est quoi la largeur roulable? Alors, entre bordures, c'est-à-dire où la roue peut circuler. Ça, c'est basique. Donc, ici, si on a deux bordures ici, donc la largeur roulable, c'est ici. D'accord? Alors, donc la largeur roulable du tablier comprise entre dispositifs de retenue, si on a, ou bordure, il comprend donc la chaussée proprement dite et les surcharges. Alors, la chargeur chargeable, c'est quoi la largeur chargeable? Alors, c'est la largeur roulable moins n fois 0,5. C'est quoi n? N, c'est le nombre de dispositifs de retenue. Alors, supposons, pour expliquer ça, je vais faire ces exemples. Alors ici,
La largeur roulable, c'est ici. D'accord? Alors là, le dispositif de retenue, c'est où? C'est à droite. Donc la largeur roulable, la largeur chargeable, c'est quoi? C'est la largeur roulable moins n. C'est quoi n ici? C'est 1. Il y a un seul dispositif de retenue. Moins 0,5. Donc je vais décaler à partir de ce moment 0,5. Donc la largeur chargeable, il va partir de ce côté, ici. Alors la largeur chargeable, c'est la longueur roulable moins n 0,5, 50 cm. On va retrancher 50 cm lorsqu'on a un dispositif de retenue. D'accord? Alors, application ici. La largeur roulable, c'est ici. Jusqu'à bordure. On a un dispositif de retenue. Donc, ici, le n, c'est combien? Le n, c'est quoi? Le nombre de dispositifs de retenue. C'est 1. Il y a seulement un. Dispositif de retenue, 1. Alors, 0,5. 0,5, c'est à partir du dispositif de retenue. On va retrancher 50 cm. Retrancher 50 cm, la largeur chargeable, c'est la largeur roulable moins 50 cm. Hein? Horizontal? Non, vertical. Comment horizontal? Alors voilà, donc ici, c'est le dispositif de retenue. Ça, c'est la largeur roulable. Le dispositif de retenue, c'est ici. D'accord? Alors, on va la même chose. Retrancher 50 cm. La largeur de chargeable, ça commence ici. Ça marche? C'est clair? Alors ici, la largeur roulable ici. La largeur roulable ici. La largeur dispositif de retenue, c'est 0,50. Il y a un décalage. Donc ici, la largeur chargeable coïncide avec la largeur roulable. La même chose ici. Donc, dispositif de retenue 0,50. Lorsqu'on a 50 cm, il est dans l'emprise du dispositif de retenue. La largeur roulable, c'est la largeur chargeable. Si on n'a pas assez de place, il faut avoir ce autre. On va appliquer ça. C'est clair? N, c'est quoi? Oui, inférieur. Parce que l'ouvrage, il a deux côtés. Il a côté droit et côté droit. Donc, il y a seulement deux dispositifs de retenue. On va appliquer ça. Ok, je vais faire une application ici. Voilà, donc, si je vous pose la question ici, donc, alors, j'ai un tablier.
S'il vous plaît, donc on a un tablier ici de 10,50. D'accord? Donc le dispositif de retenue ici, il a une emprise de 0,20 à peu près. Et la distance entre dispositif de retenue et la bordure ici, la fin de la bordure, c'est 10 cm à peu près. Ça marche? Et c'est symétrique. Donc, la largeur roulable, c'est combien dans ce cas? Pourquoi 10? Non, là, c'est 10. C'est 10, mais pourquoi 10? C'est 10 moins 6 moins... Exactement. Donc, 2, 0,1 plus 0,2. On va retrancher. Ça, c'est la bordure. Donc, la circulation, c'est ici. Ça, c'est la largeur roulable. Ça, c'est la largeur roulable. D'accord? Donc, ici, c'est 10. 10 mètres. Alors, la largeur chargeable, c'est combien? Par définition, c'est la largeur roulable. Moins n fois 0,50. D'accord. Exact. Mais il faut... est-ce que 0,5 il est inférieur à cette distance avec la bordure ou pas? Il faut partir de ce moment, faire 0,50. Si on dépasse la bordure, il faut la retrancher. Si on ne dépasse pas la... donc ici, on dépasse. Donc à partir de ce moment, on va dépasser 0,5. Ça marche? Donc on va la retrancher. Exactement, hein, ça qu'on a fait. Donc moins 0,5, donc c'est 10. 0 moins 2 fois 0,50. Donc, c'est 9. 9 LC. Donc, dans cet ouvrage, ce n'est pas la largeur chargeable qu'on va charger. L'intérêt de la largeur chargeable, c'est les charges qu'on va charger par la suite. Donc, ce n'est pas toujours dans ce pont, on ne va pas charger toute la largeur roulable. On va charger seulement 9 mètres. Ce n'est pas 10 mètres. Maintenant, le pont. Oui. Alors ça, merci. Donc ça, il faut 0,1. Donc 0,5 moins 0,1. Merci. 0,5 moins, parce que 0,5 moins cette emprise. Merci. C'est cette distance. Il faut, j'ai négligé 0,1. Donc c'est 2 fois. Donc c'est 10 moins 0,8. C'est 9,2 mètres. OK. Merci. Donc la largeur ici, la largeur roulable, c'est combien? Alors la largeur roulable, c'est dispositif de retenue avec un trottoir de 1,2. Ici, trottoir de 1,2. Ça marche? Donc la largeur roulable, c'est combien ici? C'est combien? Donc c'est entre ça et ça. Largeur roulable, c'est 10. Alors la largeur chargeable, c'est combien? Yes. Donc on va faire 0,50 ici, 0,50 ici. Donc LC c'est LR, c'est 10 cm, 10 mètres. C'est clair? OK. OK, donc voilà. OK. Bon, ça dépend de la BN4, donc ici, ça dépend, donc... OK, je vais passer. Alors, la deuxième notion qu'il faut avoir, c'est quoi? C'est le nombre de voies. Le nombre de voies. Le nombre de voies, par définition, c'est quoi? C'est la partie entière
de la largeur chargeable sur 3. La partie entière de la largeur chargeable sur 3, c'est-à-dire la largeur chargeable qu'on a calculée tout à l'heure sur 3. Ça marche? La partie entière. La partie entière. Alors ici, dans cet exemple qu'on a fait tout à l'heure ici, c'est combien? Ici 10 sur 3. 9. C'est 3. Ici, c'est 3. Okay. 3 voies. Pour ce pont et pour ce pont, il y a 3 voies qu'il faut qu'on sait. Le nombre de voies. D'accord. On va définir après la largeur de la voie. Après, on va parler de la largeur. Quoi ça? Ah. Ok. Alors ça, c'est le nombre de voies. Alors après, on va parler, avant le nombre de voies, on va parler de, ici c'est la largeur chargeable. Il y a une exception. C'est que lorsqu'on a une largeur chargeable entre 5 et 6, le nombre de voies c'est 2. Parce que si je prends 5 mètres, la partie entière de 5 sur 3, c'est combien? 5 sur 3, c'est 1,4. La partie entière, c'est 1. Donc, normalement, c'est une voie. Mais lorsqu'on a une largeur chargeable entre 5 et 6, on va avoir NV est égal à 2 voies. Ça, c'est une exception. D'accord? Mais 5, 5,5, non, il n'est pas rentré. La règle de la partie entière. La partie. Inférieur, ah oui, strictement. Oui. Ok. Donc la largeur d'une voie, c'est quoi? La largeur d'une voie, c'est la largeur chargeable sur le nombre de voies. Alors, je vous pose la question ici, c'est combien? La largeur d'une voie ici. La largeur d'une voie. Pourquoi? La largeur d'une voie. Est-ce que vous avez... La largeur d'une voie, c'est la largeur chargeable sur le nombre de voies. Donc, dans notre exemple, ici, c'est ici. Oui. C'est la largeur de la voie du premier pont. D'accord? Le deuxième pont, c'est combien? Ici. C'est combien? Non, c'est pas la même chose. La largeur chargeable, il a que 10 sur 3, c'est pas... Exactement. 3,33. Comment? Non, c'est pas la même. C'est 9,2 et 10. C'est pas la même chose. Alors, vous avez vu que deux ouvrages, ils ont le même nombre de voies. La largeur chargeable, il est différé, mais la largeur d'une voie, il va être différente, parce que la largeur chargeable, il est différente. Ça marche? Ok. Alors, les ponts, les ouvrages d'art, ils sont classés en 3 catégories. Bon, ça, c'est le résumé, donc. Alors, les classes, on parle de classes de ponts. Il y a première classe, deuxième classe, troisième classe. Alors, la première classe, s'il vous plaît. Alors, il y a 3 classes. Il y a la première classe pour les ponts, première classe, deuxième classe, troisième classe. La première classe, lorsque la largeur roulable dépasse 7 mètres. La largeur roulable, ce n'est pas la largeur chargeable. Deuxième classe, lorsque la largeur roulable entre 5,5 et 7 mètres. D'accord? Et la largeur troisième classe, c'est LR inférieur à 5,5. OK? Y compris 5,5. La largeur chargeable, on va le voir par la suite, il va définir chargeable, c'est-à-dire la largeur où on va mettre les charges. Mais dans la notion de la chaussée.
Alors, je vous donne un exemple. Une autoroute, il y a une bande d'arrêt d'urgence, qui est de 2 mètres. Et normalement, elle n'est pas censée être roulée, cette bande d'arrêt d'urgence, à droite. C'est une largeur quoi? C'est une largeur roulable. Non, il faut faire le calcul, mais normalement, on ne doit pas rouler sur... on doit... Non, non. Exactement. C'est pourquoi on va faire des conditions de sécurité par la suite, on va faire ça, et on va faire... Tout ça, on va le faire. Mais qu'est-ce on a retranché? On a retranché seulement 0,50. 50 cm, c'est quoi? C'est l'effet d'une barrière. Par exemple, vous roulez, vous n'allez pas s'approcher de 0 mètre du dispositif de retenue. Au moins, il y a une distance, c'est 50 cm. On a retranché seulement 50 cm. Non, ça c'est l'optimisation. L'ingénieur, la première mission de l'ingénieur, c'est pas calculer, c'est optimiser. Déjà. Ça, la différence entre moi et un maçon, c'est pas le métier. Le métier, il le maîtrise plus que moi. Mais l'optimisation. Moi, je vais faire 4T12, lui, il va faire 4T16. Et ça, c'est une optimisation. Moi, j'ai calculé, lui, c'est l'optimisation. C'est ça la différence. On ne va pas créer la Lune ou bien, mais notre mission, c'est l'optimisation. Et l'optimisation, bien sûr, ça, à l'échelle d'une infrastructure, c'est coûteux. C'est une route, c'est une nouvelle route, c'est à l'échelle. Il ne faut pas avoir l'échelle réduite, c'est une grande échelle. Entre autres, oui. Ah, je sais pas. Je sais pas c'est qui va le permis d'habitat. Donc le permis d'habitat, c'est un architecte. L'architecte, il est responsable de ce permis d'habitat. Donc lorsqu'il va choisir c'est qui va construire, c'est lui qui est responsable. Donc ça c'est. Mais l'optimisation, pourquoi on va faire flexion composée, pivot A, pivot B, et on va basculer, on va travailler le béton à son maximum, l'acier à son maximum. On va faire une tôle d'acier, carrément. On ne va pas faire le béton armé. Mais l'acier, il est plus coûteux que le béton armé. C'est question d'optimisation. La question d'optimisation, c'est une question primordiale dans ses calculs et dans sa conception. Alors, on a passé 5 séances pour choisir un ouvrage d'art. Si vous me dites cette question, on ne va pas faire le recensement des ponts cadres, des portiques, on va faire des ponts urbanés, toujours des ponts urbanés, et toujours des VIPP. Donc, il faut choisir la solution en fonction de notre besoin. C'est l'optimisation. OK. Donc, on va passer à la première charge, ou bien surcharge, c'est les systèmes de charge A. Alors, le système de charge A, c'est un système de charge linéaire avec cette formule qui est de AL, elle est égale à 2,3 kN par mètre carré, 360 sur L plus 12. Alors, il ne faut pas changer les unités. Si vous travaillez en kN, c'est 360. Donc, L, c'est en mètres. D'accord? Alors, ça, c'est la première charge. Ça, c'est la première charge, c'est AL. Donc, on va, si on a un pont, ici, ça, c'est une vue en plan. Alors, bon, ça, c'est V1, V2, V1, V2, V3. V1, c'est les voies. Donc, on va charger surfaciquement. Ça, c'est L, la longueur du pont. Et ça, c'est la largeur. Ça, c'est petit L, ou bien L. Et ça, c'est petit L. On va charger surfaciquement cette surface. Surfaciquement. Des voies. Ça, c'est une ligne d'appui. Par exemple, P1. Et ça, c'est C0. D'accord? Culé, pile. Vue en plan. Donc, on va charger ça en AL carré, c'est-à-dire 36. D'accord? On va appliquer ça.
C'est clair. Donc ça, c'est par mètre carré. Donc il faut multiplier pour avoir le clignotant, il faut multiplier par la largeur d'une voie ou bien par la longueur. Donc, OK. Alors, le coefficient à cette charge, elle est multipliée par des coefficients. On va choisir. Si on va faire le L, uniformément la longueur surchargée. Donc, ici, L. Alors, pour la formule, donc AL. Alors, le L ici, le L ici, c'est quoi? Non. Là, j'ai fait. Donc, L, c'est ça. C'est 3 mètres ou bien. Donc, si on charge une seule voie, ça, c'est L. Donc ça, c'est petit L et ça, c'est grand. Bon, ça, c'est L. Si on va charger ça, on va remplacer le L par cette charge. OK? Non. Pardon. Ça, c'est L. Donc, il faut multiplier après par ce L. Donc, petit L. Pour avoir le kilonewton par mètre linéaire. Donc, ça, c'est le grand L. C'est le grand L. C'est le grand L. C'est le grand L. C'est la longueur chargée. C'est la longueur chargée. Alors ça, par mètre carré, si on va faire une surcharge par voie, il faut la multiplier par la largeur de la voie. C'est-à-dire ici, V1, c'est 3 mètres. Pour... Okay, on va faire un exemple pour... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le fascicule 61, titre 2, il y a plusieurs types de charges. Il y a les charges civiles, A, BC, MC 120, et les D et les E. On a commencé par le AL. Le AL maintenant. Civil, les charges civiles. La définition de la charge civile, c'est une surcharge surfacique. Elle dépend de la longueur chargée. L, grand L. Donc ici, c'est entre A+, C0 et P1. D'accord? Alors ça, c'est par mètre carré. Par mètre carré. Pour avoir par mètre linéaire, il faut multiplier par la largeur, par une largeur. La largeur, ça dépend. Est-ce qu'on va charger une seule voie, ou bien 2 voies, ou bien 3 voies? Si on va charger une seule voie, on va multiplier par la largeur d'une seule voie. Comment? On va charger une seule voie, 2 voies, 3 voies, pour avoir l'effet maximum et minimum, toujours. Une surface ou bien, parce que généralement dans les ponts, on va travailler par mètre linéaire. Par mètre linéaire. Comme le poids propre, comme la superstructure. OK? C'est clair? Donc, cette surcharge AL, elle va être multipliée par des coefficients. Alors, les coefficients, le premier coefficient, c'est A1. Il dépend de la classe du pont. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Les classes, c'est la largeur roulable. Si on a une largeur roulable qui est supérieure à 7, donc c'est première classe. Donc, on va choisir, si on a 3 voies, par exemple, notre exemple, on a 3 voies. Donc, A1, c'est 0,9. Donc, il faut multiplier par A1. Le deuxième coefficient qu'il faut multiplier, c'est A2. A2, c'est quoi? Alors, ça, c'est un détail. Donc, il ne faut pas dépasser une densité qui est là. Donc, ça, généralement, si on ne dépasse pas 200 mètres du pont,
il est vérifié. Donc ça, c'est un détail. Mais A2 c'est quoi? C'est V0 sur V. C'est quoi V0? V0, si on est en première classe, on va adopter V0, c'est 3,50. Si on est en deuxième classe, c'est 3. Si on est en troisième classe, c'est 2,75. Alors pour notre cas, c'est combien? Première classe, c'est 3,50. Donc A2, c'est combien? C'est 3,50 sur la largeur du voie qu'on a calculé tout à l'heure. 3,33 pour le deuxième. OK? Alors, ça, A2, elle est égale à A1 fois A2 fois AN. OK? Alors, la charge AL doit être disposée sur le tablier de manière à produire l'effet le plus défavorable pour l'élément considéré, c'est-à-dire la ligne d'influence. C'est-à-dire, si on va choisir, on va appliquer transversalement, la largeur de la zone surchargée comprend un nombre entier de voies de circulation. C'est ce que j'ai dit. Si on va charger une seule voie, il faut multiplier par la largeur. Si deux voies, par deux voies. Si trois voies, c'est trois voies. C'est pas trop clair, j'avoue, mais je vais appliquer ça. Donc, ça, c'est l'exemple. Alors, l'exemple, c'est une largeur de 13,50 avec un trottoir de 1,50, 1,50. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, avec un pont 4 travées de 12, 17, 17, 12. 12, 17, 17, 12. OK. Ici. Le pont, c'est 12, 17, 17, 12. C'est-à-dire les travées ici. Ça, c'est C0. Ça, c'est P1. Ça, c'est P2. Ça, c'est P3. Oui. Et ça, c'est C4. Ici, c'est 12, 17, 17, 12. Alors, si vous vérifiez votre règle de prédimensionnement, 12 sur 17, c'est combien? Le balancement. On a parlé de balancement, c'est ça? C'est bon. Donc, c'est 12, 17, 17, 12. Donc, 7, 12, 17, 17, 12, c'est notre cas avec une largeur. Alors, la première chose, c'est quoi les étapes? Exact. La largeur roulable, c'est combien? Moins 1,50 fois 2. C'est combien? 10,5. 10,5. La largeur roulable, c'est... Alors, la largeur chargeable, c'est combien? 10,5. 50. Donc, c'est 10,5. Merci. Donc, alors, c'est 0,50. Donc, 10,50. OK? Alors, c'est quelle classe? Non, première classe. Première classe, il faut retenir ça. Donc 7 mètres, oui, bien sûr. OK. Non, 7 mètres. Le 7 mètres, il est... 7 mètres, parce que retenir 7 mètres, tout ça. OK, 7 mètres. Alors, 7 mètres, OK. Donc, première classe, OK. Le nombre de voies, c'est combien? 3, c'est 3. Non, le nombre de voies, c'est calculé, il faut calculer. C'est la partie entière. Non, non. La partie entière de la largeur chargeable sur 3. C'est ça la définition de le nombre de voies.
C'est bon? Donc, le nombre de voies, c'est 3. Donc, la largeur d'une voie, c'est 3,50. OK? OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? AN. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on va faire? On considère un tablier, donc on va s'intéresser, par exemple, on considère la ligne d'influence à mi-travée. Donc, on va s'intéresser à cette mi-travée 2, ici. On va calculer c'est quoi le moment maximum et minimum dans cette section, travée 2. Oui. Pourquoi on charge notre ouvrage? Pour dimensionner l'ouvrage. Pour dimensionner l'ouvrage, il faut choisir la charge maximum de AL pour avoir un effet défavorable. Donc maintenant, je m'intéresse pour dimensionner mi-travée 2. Ça, c'est la travée 2. Travée 2. Travée 2. Donc, en mi-travée 2, c'est quoi les charges que je vais charger ma structure pour avoir avec AL pour avoir l'effet défavorable et favorable? C'est ça l'objectif de ce... Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? La notion de ligne d'influence. Donc, on va faire quoi? On va faire la ligne d'influence dans cette section. La ligne d'influence pour une charge unitaire, comme on a fait la dernière fois. Donc, la ligne d'influence dans cette partie, c'est ça. OK? À mi-travée 2, il y a ça. OK? C'est clair? Alors maintenant, j'ai parlé ici, mais... Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors la charge AL, pour avoir, normalement, pour avoir un effet défavorable, la charge AL doit être disposée sur le tablier de manière à produire l'effet le plus défavorable pour l'élément considéré. Ça marche? Alors, dans votre cours de ligne d'influence, vous m'avez dit la dernière fois que pour une charge ponctuelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier l'intensité de la charge ponctuelle fois la ligne d'influence d'une charge unitaire. C'est ça? Non, vous. C'est vous. Alors, la ligne d'influence d'une charge ponctuelle P. La ligne d'influence d'une charge P. C'est quoi? Donc, le calcul se ramène à P fois ligne d'influence d'une charge unitaire. Charge unitaire, c'est une. Donc, il faut chercher la ligne d'influence d'une charge unitaire et on va multiplier par le P. Alors, pour une charge surfacique, comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Merci. L'intégrale, c'est quoi l'intégrale? On l'a fait, c'est l'air. Donc, on va faire l'air de la ligne d'influence. L'air de la ligne d'influence ici. Donc, par exemple, S fois bien sûr ce P, fois P, petit p, pardon, fois surface de ligne d'influence de cette surface. Donc, les surcharges ponctuelles, on va multiplier l'intensité de la charge fois l'ordonnée de la ligne d'influence et les surcharges réparties, la surface de la ligne d'influence fois la densité. OK? Alors, la charge AL, c'est quoi? C'est une surcharge répartie. Donc, on va s'intéresser à quoi? C'est une surcharge répartie. Donc, c'est ça, j'ai donné... Donc, OK, pardon. Donc, alors, pour avoir l'effet défavorable maximum,
Maximum. Qu'est-ce qu'on va charger? Travée 2, oui. Merci. Pourquoi travée 2? Pour avoir cette surface. Alors pourquoi pas W2? Non, on peut avoir W2, oui. On peut avoir W2 plus W1. Les deux. Charger ça et charger ça. Pas la même travée. La travée, c'est ça. C'est deux travées qui vont donner maximum, on va les charger. D'accord? Alors ici, L, c'est combien? Ici, les airs, il faut les faire à travers robot. Donc, ça, c'est le diagramme en robot. Donc voilà, pardon. Voilà, ça, c'est le corrigé, 10,50. Largeur roulable, c'est première classe. Nombre de voies, c'est 3. Donc, c'est 3,50. Alors, ça, c'est plus intéressant. Alors, A1 et A2, c'est combien A1 et A2? J'ai oublié de faire A1. C'est combien A1? Petit A1. C'est ça. C'est 0,9. Parce que première classe, 3 voies. A2, c'est combien? A2, c'est combien? À l'FV. Sur 3 ou bien 3,5? C'est 1. C'est 1. Oui, 3. Ça, c'est première classe 3,50. C'est V0. Sur la largeur de la voie, c'est 3,50. C'est 1. Donc A2, c'est 1. Alors, voilà. Donc, ici, c'est 3,50. Alors, ici, c'est première classe, donc c'est 0,9. Et A2, c'est 1. OK? Alors, ce n'est pas ça le plus intéressant. Alors, le plus intéressant, pour avoir le maximum, ou bien on a 3 cas, ou bien on va charger le cas 1. On va charger seulement ça. Ou bien le cas 2, on va charger seulement ça. Ou bien cas 3, ou bien on va charger tout ça. Alors, c'est quoi la différence entre les trois? Un de vous, il peut me poser la question, je vais choisir seulement ça. Je ne veux pas choisir ça. Pourquoi? Non. Non, non, non. Par définition, le AL, c'est quoi? Par définition, le AL. Oui, oui, mais par définition, qu'est-ce qu'il y a dans L? Il y a le L. Il y a la longueur chargée. Est-ce que la longueur chargée ici, c'est la même chose qu'ici? Ici, on a chargé seulement une travée. Mais ici, on a chargé 2 travées. Donc, L ici, L plus L. Donc, la densité de AL ici, ce n'est pas la même chose que ici. Non, parce que par définition, AL, L, c'est la longueur chargée. Ici, la longueur chargée, c'est 17. Mais ici, on a chargé 17 plus 12. Donc, sur le dénominateur, c'est 17 plus 12. Ce n'est pas 17. Ça marche? Il y a le sens longitudinal et transversal. Ça, c'est longitudinal. Ça, c'est longitudinal. 12, 17, 17, 12. 12, 17, 17, 12. D'accord? Oui. D'accord, c'est clair, c'est clair. C'est clair, ça? OK. Alors, la ligne d'influence, c'est ça. La ligne d'influence. Là, si on va chercher le moment maximum, on va chercher les surfaces positives. Ça, c'est une surface positive. Et ça, c'est une surface positive. Moment positif, moment maximum. Donc, on ne va pas charger ça. Ça, c'est négatif. On va charger seulement ça et ça. Alors, dans ça et ça, il y a 3 cas. Il y a ou bien charger la travée 2, parce que L ici, c'est 17, ou bien charger 2, parce que L ici, c'est 12, ou bien charger les deux, le L ici, c'est 17 plus 12. D'accord? C'est clair? OK.
J'ai donné ici, donc si vous me suivez s'il vous plaît, donc W2, c'est quoi W2 ici? W2, 20 kg, 20 CLR, merci. W2, CLR, ça c'est une donnée, mais il faut le chercher dans robot. Donc W2, 20, 24. Et W4, 0,77. Donc les 4 cas, c'est ça. Donc le premier cas, la longueur chargeable, c'est combien? C'est 17. Donc on va appliquer à L 4,71. Vous voyez que pour le premier cas, qui est... bon, je vais terminer pour revenir à cette conclusion. Donc 14,71. Donc l'aire de ligne d'influence, c'est 20. Multiplier ça fois ça. J'ai dit que la ligne, ou bien le moment, c'est quoi? C'est la base de la ligne d'influence d'une charge unitaire fois la densité. C'est ça la densité. OK, ça marche. Alors, le deuxième cas, c'est quoi? On a chargé la quatrième travée. La quatrième travée, c'est 12. Alors, 17,3. On va faire le résumé. Donc, ici, 0,77. Ici, c'est 13,33. Donc, c'est la multiplication. La même chose pour le 3, c'est 29. 11,08, 21,02, 232,4. Alors, le maximum, ce n'est pas chargé de cas. C'est chargé ici. On a tendance à faire deux charges, donc on va charger les deux. Mais la densité, malheureusement, elle est en bas. Donc, non, on va chercher. Le maximum, il faut le chercher. Il n'y a pas longueur maximale, longueur minimale. Il faut la chercher. على حساب l'air. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va terminer. Alors, pour le minimal, c'est la même chose. On va faire minimum. C'est la même chose. Minimum. Donc, le tableau. OK. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça, c'est par mètre linéaire. Il faut multiplier par les largeurs d'une voie. Donc, pour une A1, c'est A1. Bon, A1, c'est 1. 3 voies, c'est 0,9. Parce que si on va adopter seulement une voie, le A1, c'est une seule voie, c'est 1. Le tableau qu'on a fait. Le A2, c'est toujours 1. Alors là, la largeur chargée. Maintenant, on va multiplier fois la largeur chargée. Est-ce qu'on va charger une seule voie, ou bien deux voies, ou bien trois voies? Ici, c'est 3,50. Une seule voie. Ici, c'est deux voies chargées. 7 mètres. Et ici, on a chargé tout le tablier, 10,50. Multiplié fois combien? Merci, 297. Ça, c'est le bon. Pour une seule voie. Oui, ça va. Par la suite, c'est la salle 34. OK, ça va. Et ça, c'est deux voies, et ça, c'est trois voies. OK. C'est bon. La même chose pour le moment AL. C'est clair? Non, on ne va pas charger tout. Alors, par exemple, ici, charger que tout pour avoir une réaction maximum. Alors, pour avoir un moment en tête de pied, il nous faudra une excentricité. Parce que si je charge une seule voie, j'ai une excentricité. J'ai un bras de levier. Donc, j'ai un moment. On fait les calculs pour un bit, donc on ne va pas le faire sans utilité. OK. Merci. J'ai partagé ça. عندهم il est partagé. L'administration, il est partagé.